Raphaël, tu as des dons d'imitation, je crois. Tu imites très bien le belge. Tu peux nous donner un petit aperçu? Bah, c'est le berge une fois. Voilà, on va en faire un film qui va faire un service du diable. Hein, qui sort chez Artus très prochainement une fois. Un film de qui? Ah, je ne sais pas, là, c'est un film de berge. Un film de Jean Brismé. De Jean Brismé, il me semble, une fois. Voilà. Voilà, ça c'est cadeau, ça. Un cadeau. Bonjour, bienvenue dans le numéro 16 de Boulevard du Cinéma. Aujourd'hui, nous sommes avec Bruno, Daniel Bouteiller, Raphaël, Thomas, Renaud, Sandrine. Alors, on commence par qui? Qui veut commencer, messieurs, mesdames? Au hasard. Oh bah Sandrine. Bon, d'accord. Sandrine, tu vas nous parler de quoi? De trou noir. Et c'est pas un film porno, hein, je vous le dis tout de suite. Oui, je vais parler de trou noir, enfin un petit peu de trou noir en fait. Enfin, voilà, donc je vais vous poser une question en fait. Connaissez-vous Cathy Booman? Avec l'accent français. Cathy Booman. Vous savez qui c'est? Oui? Non? Non? Et ben c'est la personne qui a été mise en avant en fait, c'est de toute l'équipe qui ont photographié le premier trou noir, enfin qui ont fait la première prise de photographie d'un trou noir. Voilà. Donc, c'était histoire d'introduire un petit peu les choses, puisqu'on parle de trou noir. Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Et en fait, je voulais vous parler d'un film qui a été, qui est un des derniers films que j'ai vu, que j'ai trouvé juste absolument merveilleux. Quoi qu'il soit sorti en 2014, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et il s'agit d'une merveilleuse histoire du temps. En fait, de James Marsh, en fait, avec Felicity Jones. Et alors, à chaque fois, j'écorche son nom, je suis vraiment désolée, c'est Eddie Redmayne, en fait, qu'on connaît dans les Animaux Fantastiques. Voilà. Et ce film m'a vraiment pas laissé indifférente. C'est le genre de film où il fait 123 minutes exactement, en fait. Et moi, en ce moment, quand vous me dites qu'un film dure plus de 2 heures, j'ai pas forcément envie ni le temps. Et j'avoue que les 123 minutes exactement, je les ai pas vues passer, voire même, en fait, je me suis refait le film après. C'est le genre de film où vous continuez à y penser, mais après l'avoir vu, après le générique de fin et tout. Et voilà. Et donc, en fait, une merveilleuse histoire du temps, c'est le film qui parle de Stephen Hawking, tout simplement. Et surtout de la vie de couple qu'il a eu, en fait. De la vie... de la rencontre qu'il a eue avec sa femme, dont j'ai perdu le prénom, je regarde tout de suite. Et tu comprends mon âge? Jane White. Et en fait, c'est ce film intéressant parce qu'en fait, il s'ouvre en fait sur l'année 1963. Il rencontre sa femme. Il est élève à Cambridge. Il est élève en sciences, voilà. Non, il n'était pas encore handicapé en fait. Et justement, c'est ça qui est assez touchant, c'est qu'en fait, on voit une autre dimension, si on peut dire en fait, de Stephen Hawking, c'est la dimension humaine derrière le scientifique, vraiment. Parce qu'on a un peu cette espèce d'image d'Épinal, si on peut dire comme ça, du gars qui est tout rabougri sur son fauteuil, qui parle avec son synthétiseur. À voix qui est limite homme-machine, si on peut dire, en fait, où il reste juste là. Bouteiller un peu aussi. Voilà, c'est ça en fait, mais c'est plus pour les trous noirs que je pense à Daniel en fait, vraiment. Ah, c'est gentil. Voilà, et en fait ça parle de la vie avant, si on peut dire avant le handicap, mais c'est surtout la vie où c'est une autre vision de Stephen Hawking, c'est une autre façon de le voir en fait, c'est le côté humain, bien qu'on aborde quand même sa dimension scientifique. On voit l'évolution du scientifique dans ses thèses, dans ses théories, parce qu'en fait, il va évoluer justement sur sa thèse des trous noirs, sur la visibilité des trous noirs. Entre autres, après, moi, je veux pas vous faire un cours sur les trous noirs, parce que franchement, j'ai pas deux cerveaux, j'ai pas assez de neurones, et j'ai pas son QI, je vous dis franchement. Mais ce qui est intéressant, c'est ce côté humain. Et ce qui est hyper touchant, c'est le couple Felicity Jones et Eddie Redmayne. À chaque fois, je me trompe sur son nom.
mais ça match vraiment entre eux. Alors, juste pour l'anecdote, Felicity Jones, si vous avez l'impression de l'avoir déjà vue, c'est normal, elle était dans Rogue One, et pour tous les fans de Doctor Who, elle était dans l'épisode spécial Agatha Christie. Voilà, donc étant moi-même fan de Doctor Who, j'avais besoin de le dire. Ce qui est cool, c'est que c'est un film, je le trouve très pudique par rapport à ce qu'il raconte, et ça raconte la vie de couple de Stephen Hawking avec sa première femme. Ça raconte que en fait, quand il était justement en 1963, il rencontre sa première femme qui est donc étudiante en lettres. C'est l'amour fou, et c'est à ce moment-là en fait que la maladie se déclare, donc la maladie de Charcot. Et on lui donne 2 ans à vivre, en fait, c'est ce qu'il raconte dans le film, sauf que, en fait, il va vivre 55 ans. Donc, en fait, il y a quand même un sacré rab, heureusement pour nous, parce que je crois qu'on serait passé à côté de beaucoup de choses. Et ça raconte cette vie, en fait, tout en pudeur, justement, en fait, de cette femme qui, folle amoureuse, décide que, contre vents et marées, elle va l'aimer, ils vont vivre ensemble, mais elle se dit ça en se disant, de toute façon, il y a 2 ans à vivre. Donc, s'il y a 2 ans à prendre, ça sera toujours 2 ans de bonheur, et puis tant pis, on verra. Sauf que, voilà, il y a... Et on voit c'est cette femme, en fait, qui, au bout d'un moment, malgré tout l'amour qu'elle lui porte, en fait, elle s'oublie. Elle oublie aussi que c'est quelqu'un qui a étudié, qui avait aussi des projets. Et voilà, en fait, je vais pas vous en dire plus sur le film, mais... Moi, ce que je retiens vraiment, c'est que c'est le côté... on voit vraiment Stephen Hawking sur une autre dimension, pardon, et ça en reste quelque chose de très, très touchant. Et l'aspect scientifique n'est pas trop approfondi, donc c'est plus la romance en fait qui est mise en valeur. On va dire que la romance est mise en avant, mais si, il y a le côté scientifique, mais c'est comme si en fait il vulgarisait justement le côté scientifique de Hawking, en fait. On va plus s'intéresser à l'homme qu'au scientifique, mais on va étudier aussi quelque part l'évolution scientifique d'Hawking, mais c'est pas le truc le plus important du film. On va s'intéresser surtout à l'homme, en fait. Et on va surtout s'intéresser à sa première femme qui vit au jour le jour, en fait, la difficulté de vivre avec un homme comme lui, qui est diminué dans le handicap, mais qui finalement, dans la tête, en fait, il est juste pas diminué du tout et qui ne cesse de réfléchir. Mais ça reste un homme malgré tout. Et c'est ce qu'on voit aussi, en fait, dans le film, où il va rencontrer sa seconde femme, qui n'est pas franchement quelqu'un de bien. Si vous regardez Wikipédia et de tous les articles qui sont juste consacrés à la profiteuse. Pire qu'une profiteuse, elle lui a juste foutu des mornifles dans la gueule, et voilà, donc il a jamais porté plainte contre elle. Mais c'est un film il parle d'elle forcément, mais c'est un film qui reste intéressant par rapport à ça. Vraiment le côté humain contre le scientifique à 200% en fait. Et le truc qui m'a vraiment perturbée, c'est justement Eddie Redmayne, en fait, qui est une phase. Franchement, il a été justement récompensé par rapport à son rôle. Et il a une façon d'interpréter Stephen Hawking qui est juste, mais jusque dans le handicap, dans la façon où le handicap évolue, en fait, il le fait évoluer sur son propre corps, et en plus c'est un acteur qui est formidable. C'est pas quelqu'un que je connaissais plus que ça, je m'intéressais pas plus que ça à lui, enfin voilà, c'est quelqu'un qui aurait pu se contenter d'être beau parce qu'il était mannequin avant d'être acteur. Et puis, il a quand même interprété The Danish Girl, en fait, où il est juste absolument formidable. Et c'est quelqu'un qui met aussi son corps au service des autres, en fait. Et c'est vraiment un pur acteur, et il fait un travail sur Stephen Hawking qui est juste... je pense que ça doit être pour un acteur quelque chose de violent d'interpréter quelqu'un. Comme aurait fait Daniel Day-Lewis. Oui. C'est un grand spécialiste. Oui. Et je pense qu'on sort pas indemne de ce genre de rôle, en fait. Et ce film, il est juste formidable. C'est une autre façon de voir Stephen Hawking, qui, juste pour l'anecdote, est mort, donc, si je me trompe pas, donc, le 3 mars 2018. Ça fait bientôt 1 an. Et c'était pile poil le jour de Pi, la journée de Pi. Et pour l'anecdote, il est mort le jour de l'anniversaire de la naissance d'Einstein, en fait, qui était juste son mentor. Voilà. Et s'il y a un film que vous avez encore pas vu, c'est celui-là qu'il faut voir, en fait. Voilà. Et c'est un film que je mettrais sur la même échelle, en fait, que The Imitation Game, qui est sorti la même année avec Benedict Cumberbatch, qui reprend un peu, qui rend hommage, plus qu'hommage, en fait, parce qu'il réhabilite complètement, même si ça a été fait officiellement en 2013, mais il réhabilite complètement Alan Turing, en fait. Si Alan Turing s'était pas lancé dans le décryptage de la machine Enigma pendant la guerre, en fait, on dit que la guerre a été écourtée de 2 ans grâce à lui. Et en guise de remerciement, il a été arrêté en 1952. Il a été
Harcelé. Harcelé, puis même d'un point de vue de la justice, il a été arrêté pour homosexualité, et 2 ans plus tard, il était retrouvé mort d'empoisonnement de cyanure. C'est comme ça qu'on remercie les héros de guerre, et d'ailleurs, il a été officiellement héros de guerre en 2013, et réhabilité à titre posthume en 2013. Et c'est genre de... Si vous regardez par Une merveilleuse histoire du temps, essayez de regarder Imitation Game, parce que ça reste dans la même optique de réhabiliter les gens. Dans Une merveilleuse histoire du temps, ça réhabilite le côté humain d'Hawking. Dans Imitation Game, ça réhabilite le côté le héros de guerre, en fait, qu'on a mis en sourdine pendant des années, en fait. Voilà, tout simplement. Je voulais parler de l'autre film avec les... Oui, je mettrais aussi c'était les promesses. Les figures de l'ombre, voilà. Figures de l'ombre. Oui, et elle réhabilite les 3 Afro-américaines qui ont fait en sorte que John Glenn a pu partir dans l'espace. Et pareil, elles ont mis du temps en fait à se faire reconnaître. Et ces 3 films, si vous voulez vraiment parler des gens qui ont justement fait partie de l'ombre et qu'on a réhabilité sur le tard, c'est ces 3 films-là qu'il faut voir. Mais par contre, si vous voulez voir une autre dimension de Stephen Hawking, c'est Une merveilleuse histoire du temps, et c'est juste formidable comme film. Voilà. Très bien. Vas-y, exprime-toi. Par rapport à Stephen Hawking, si les gens veulent approfondir un petit peu, il existe un documentaire qui est adapté d'un de ses livres, qui s'appelle A Brief History of Time. Alors, je ne vous dirai pas le nom du réalisateur. Je l'ai vu il y a 25 ans. Et je sais que j'ai Philippe Glass à la musique. Je ne sais pas si on peut le trouver. Je ne sais pas s'il existe en DVD ou quelque part. Et ça peut permettre d'approfondir et d'avoir accès aux thèses de Stephen Hawking, mais si on préfère les images aux mots. D'accord. Ok. Puisque tu as la parole, tu peux la garder. Ah bon? Oui. Alors mon petit, tu vas nous parler de quoi? Je vais vous parler d'un cinéaste hollywoodien qui s'appelle Raoul Walsh, qui était l'un des plus célèbres borgnes d'Hollywood avec John Ford, Fritz Lang et puis André de Toth. Raoul Walsh, c'est un réalisateur qui est mort en 1980, il n'y a pas si longtemps que ça, en 1980. Il était né en 1887. Donc il a eu une bonne carrière, une bonne vie. Il a commencé en étant acteur. Notamment, il a joué dans un grand film de l'histoire du cinéma qui fait aujourd'hui polémique, qui s'appelle Birth of a Nation de David Ward Griffiths. Naissance d'une nation. Et il joue le rôle de John Wilkes Booth, l'assassin de Lincoln. Donc Raoul Walsh, il a beaucoup tourné pour Republic, il a tourné pour la Fox, mais il est surtout célèbre pour les films qu'il a tournés pour Warner. Là, c'est là où il a fait ses meilleurs films. Il a fait L'Enfer est à lui, Les Fantastiques années 20, Gentleman Jim, qui est l'un de ses meilleurs films. On dit même que c'est l'un de ses films les plus personnels. John Huston adorait, il disait, comme il a fait de la boxe, que c'était un film superbe. Et donc Raoul Walsh, ce que j'apprécie chez lui, c'est que ses héros, contrairement à maintenant, ce sont un peu des messieurs tout le monde, quoi. C'est pas des super mecs. Alors il filme aussi bien des gangsters. L'Enfer est à lui et Les Fantastiques années 20, ce sont des gangsters, mais en même temps il arrive à les rendre sympathiques malgré que ce soit des mecs qui sont quand même assez peu sympathiques en fait. Le personnage de James Cagney, c'est quand même une espèce de schizophrène, de psychopathe qui vit un peu au crochet de sa mère. Sa mère qui le manipule un petit peu, puis lui sans sa mère il est un peu perdu. Et il a une façon de dépeindre aussi, je trouve, les autorités, les flics, etc., d'une façon un peu, comment dire, on dirait qu'il préférait les rebelles, les gangsters aux autorités. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, il est aussi célèbre pour La Charge fantastique, qui est reconnu comme un film de propagande sur l'effort de guerre avec Errol Flynn, où il dépeint un personnage le général Custer comme un grand héros, alors que le général Custer c'était quand même une pourriture. Il a aussi fait un autre film de propagande qui s'appelle, moi que j'aime beaucoup, s'appelle Aventure en Birmanie en français, que je trouve un peu bête parce que c'est un film de guerre. C'est un film de guerre, et je trouve que le retitrer Aventure en Birmanie alors qu'il s'appelle Objectif Burma en anglais, je trouve ça un peu bête. Et ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est la façon dont il dépeint les soldats. On est encore une fois dans... ce sont des monsieur tout le monde qui se retrouvent dans une guerre qui les dépasse un petit peu. Et la première fois que j'ai vu ce film,
Je me dis tiens c'est bizarre, on dirait le brouillon, on peut dire le brouillon de Predator. Je retrouve un peu un scénario très similaire avec ces personnages qui partent en mission dans la jungle et qui finalement se retrouvent perdus dans la jungle et traqués par des ennemis. Bon là ici ce sont les Japonais. J'ai vu un peu quelque chose de Predator. Bon moi en le revoyant une troisième fois. Et je vois aussi ce qui a pu intéresser Raoul Walsh quand il a tourné Les Nuits et les Morts, d'après un roman de Norman Mailer. Et on retrouve un peu cette façon, le roman de Norman Mailer s'attache beaucoup à ces soldats qui sont engagés dans la guerre du Pacifique, mais il est décrit comme des monsieur tout le monde. Ils sont décrits dans leur vie de tous les jours avant. Et des monsieur tout le monde qui sont engagés dans un conflit qui les dépasse encore une fois. Alors leurs déceptions, leurs envies, comment ils ont évolué et comment la guerre les fait évoluer. Donc c'est tout ce qui m'intéresse un peu chez Raoul Walsh. Il a aussi filmé des films plus mineurs, mais que moi j'aime beaucoup, comme The Drive by Night. En français, ça s'appelle Une femme dangereuse avec Ida Lupino. Il a fait aussi The Man I Love, toujours avec Ida Lupino. Et l'autre fait intéressant chez Walsh, c'est la façon dont il dépeignait les femmes. Notamment The Man I Love, qui est un peu une romance, une comédie dramatique. Et là, la façon dont il dépeint les femmes, il dépeint des femmes fortes. Il dépeint des femmes qui ne sont pas des victimes. Et là, c'est Ida Lupino, c'est elle qui mène la danse par rapport aux hommes. Il en fait quelque chose de cette romance. Il en fait autre chose plutôt qu'un mélodrame larmoyant. Il va ailleurs. Il y a un peu un petit côté du film noir quelque part dans cette romance, qui est considéré comme un petit film, mais qui a gagné de la valeur au fil du temps. Voilà. Je ne sais pas ce que les autres pensent de ce réalisateur-là. Je connais par rapport à Aventure en Birmanie, qui est un bon film de guerre, un classique quoi. Ouais. Qui est le film préféré de ton père, je crois. Absolument. Voilà. Je sais pas si ça va Pour la intéresser petite quelqu'un, mais- anecdote. Papa, si tu me regardes. Non, Raoul Walsh, c'est vraiment un grand metteur en scène qu'il faut redécouvrir, voire redécouvrir, réhabiliter. Moi, j'aime particulièrement ses westerns. Alors, il en a fait beaucoup. Récemment, je crois qu'il est sorti L'Escadron Noir en Blu-ray. Donc, John Wayne, production République à gros budget pour une fois. Pas son meilleur film, mais voilà, un film vraiment à découvrir. Pas son meilleur film, c'est vrai, mais et encore une fois, cette façon de dépeindre le personnage de John Wayne, il l'est mis en opposition à un autre personnage qui voulait se présenter comme shérif de la ville. Le personnage de John Wayne est dépeint comme quelqu'un d'humble, un monsieur tout le monde. Il se présente comme quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, et finalement, il se retrouve plus droit que cet homme qui est plein de fric, qui a de la culture, etc., qui finalement, pour se venger, va intégrer l'armée du général Lee et piller des villes, etc., pour montrer comme revanche par rapport à cette élection qu'il a perdue. Je trouve que c'est un film qui a réhabilité. Tavernier, il en parle très mal, je trouve, dans 50 ans de cinéma américain. Moi, je trouve que c'est un film intéressant, même s'il est moins intéressant que ces films Warner. Et effectivement, enfin, moi, je dirais pas que Raoul Walsh est un cinéaste à réhabiliter, parce qu'il est considéré comme un grand cinéaste, mais par contre, il est peu édité. On voit peu ses films dans la rétrospective en salle. Il y a peu de DVD qui sortent. Ceux qui sont sortis, il y en a qui sont introuvables. Je pense à High Sierra, que moi j'aime beaucoup. Très bon film avec Bogart. Avec Bogart, ouais. Colorado Territory, La fille du désert, je crois qu'il est sorti en édition Fnac. Donc, ce sont des films qui sont très durs à trouver. Et il n'y a que Sidonis Calista là, qui sort quelques films de lui, donc L'Escadron Noir, qui a sorti Les Aventures du Capitaine Wyatt là récemment, et qui va sortir fin mai La Vallée de la Peur avec Robert Mitchum. Donc, ce sont des westerns. Moi, j'aimerais bien pouvoir revoir High Sierra, des films comme ça de Walsh. Donc, réhabilité, oui, mais le réhabilité en éditant plus de films, quoi, en éditant plus ses films. Moi, je trouve que c'est un réalisateur qui est effectivement très reconnu, mais qui est trop rare. Alors tout à l'heure, tu parlais des borgnes d'Hollywood, les fameux borgnes d'Hollywood. En fait, il y en a 5, t'en as oublié un. Bah, je connais pas alors. Non, tu as cité John Ford, Fritz Lang, André de Toth. Et il en manque un. Alors, petit quiz. Tex Avery. Ah bah oui. Tex Avery qui est devenu borgne à la suite d'un combat de trombone. C'était dans les bureaux. Il jouait avec des trombones et c'est comme ça qu'il a perdu un œil. Voilà.
C'est intéressant. Bah, c'était marrant. C'est marrant. C'est pas Raphaël Bah oui, Raphaël, c'est- Ah bah, ok. Tu veux nous parler de quoi, Raphaël? Alors, moi, je vais vous parler d'un compositeur italien de musique de film qui est sous les feux d'une actualité quand même assez récente, parce qu'il y a plusieurs films dont il a fait la musique qui ont été édités, réédités en Blu-ray. Alors, notamment Salomon et la Reine de Saba chez Sidonis et Les Vikings chez Rimini. Alors, Mario Nascimbene, c'est un compositeur qui est absolument totalement inconnu face à des confrères italiens comme Ennio Morricone ou Nino Rota. Pourtant, c'est un compositeur qu'on vient de découvrir, notamment en regardant les films dont il a fait la musique. Alors, Mario Nascimbene, il est né en 1913, mort en 2002. Il a commencé sa carrière de musicien, parcours très classique, au Conservatoire de Rome, voilà, où il a acquis quand même pas mal de bases. Il n'a pas commencé sa carrière au cinéma, il commence sa carrière comme musicien classique, contemporain, en faisant plusieurs œuvres de musique de chambre ainsi que des ballets. Voilà. Ensuite, il a l'opportunité d'intégrer le cinéma italien en faisant plusieurs films néo-réalistes à la fin des années 40 et au début des années 50. Mais là où Mario Nascimbene, sa carrière va vraiment décoller, et là où son style va vraiment s'affirmer, c'est en intégrant Hollywood. Pas tout de suite. Il va commencer à se faire la main sur des productions américaines quand même assez prestigieuses. Avec Joseph Mankiewicz, il a travaillé 2 fois avec lui pour La Comtesse aux pieds nus en 1954. Et en 1955, il fera le film suivant de Mankiewicz qui s'appelle Un Américain bien tranquille et qui est ressorti récemment en salle. Donc film à redécouvrir. Évidemment, Nascimbene, là, il n'est pas encore très personnel, c'est des jolies musiques, il y a plein de cordes, c'est très voluptueux, enfin très hollywoodien. C'est pas encore là qu'on va voir un compositeur qui va s'affirmer. Et là où il va s'affirmer, paradoxalement, ce sont un genre de production où on enferme les gens, dont les compositeurs, c'est des films à grand spectacle. On aurait pu croire que là, il allait se formater. Non, pas du tout. C'est là, au contraire, où il va. C'est un laboratoire à aider pour lui. Alors, il a fait Alexandre le Grand de Robert Hossein, qui est également disponible en Blu-ray chez Sidonis. Et c'est surtout là où on va vraiment voir et retenir l'un de ses motifs, l'un de ses motifs mélodiques les plus célèbres, c'est avec Les Vikings de Richard Fleischer en 1958. Grand classique du cinéma d'aventure, voilà, chef-d'œuvre avec Kirk Douglas, Tony Curtis, Jan Eckley, Ernest Borgnine. En partie en Bretagne. Exactement, en Bretagne. Fort la latte. Voilà. Et qui vient de sortir en Blu-ray également. Chez Rimini, dans une très très belle édition. Alors, sur les Vikings, ça mérite quand même qu'on s'y attarde. Si on écoute comme ça dans le film, la musique, elle peut paraître quand même un petit peu datée, un petit peu légère, peut-être manque quand même un petit peu de sérieux par moment. Pourtant, moi, quand on parle avec des gens, le thème là, ouais, l'espèce de petite fanfare qui illustre les actions des Vikings, chaque fois qu'on les voit dans des actions plutôt joyeuses, plutôt fêtardes, il y a ce fameux motif à la trompette, au corps, toute la famille. Tu peux nous le faire? Voilà. Voilà. Michel Sardou aurait pu faire une très belle chanson. Super, ouais, je pense. et donc voilà, ce petit motif, il est très léger, même désuet. Maintenant, on entend, on dit ouais, bon, c'est un petit peu daté, et ça peut se comprendre. Mais dans le film, ça fonctionne du tonnerre de Brest, complètement. Et il y a également un deuxième thème, plus romantique, plus lyrique, qui illustre notamment la romance entre Tony Curtis et Jan Eckley, qui étaient ensemble à la ville comme à l'écran pour le petit côté people. Et donc un thème très beaucoup de cordes et des voix féminines. Pareil dans l'enregistrement original, ça fait un peu daté, mais ça marche. Sa force est de constater que vraiment Nascimbene a trouvé la couleur musicale exacte pour cette bande originale. Là où il va également s'affirmer, ça va être l'un des premiers, pas le premier compositeur, mais l'un des premiers compositeurs à utiliser les figures de la musique électronique.
dans des films à grand spectacle. Ah bon. Là où on l'attendrait pas. Justement, alors on en a un bel exemple dans Barabbas, encore de Richard Fleischer, excellent film à découvrir ou à redécouvrir pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas, également disponible en Blu-ray DVD chez Sidonis. Là, il va mélanger de l'orchestre et puis des sons bizarres de clavier, des effets sonores. C'est l'un des premiers à mélanger les bruitages et la musique. Donc en alliant des figures thématiques très hollywoodiennes, des fanfares, etc. Enfin, ce qu'on attend dans ce genre de film, mais également un aspect musical qui relève plus de la musique concrète, de la musique contemporaine. Et le mélange, il marche vraiment très bien. Avant-gardiste, quoi. Très avant-gardiste. Et on retrouve également ce mélange, et là il a eu un terrain d'expression, alors là un tapis rouge qui lui a été déroulé, ça a été dans 1 million d'années avant Jésus-Christ, parce qu'au niveau dialogue, c'est comme la guerre du feu, on peut pas vraiment dire qu'il y en ait beaucoup, ou alors voilà, un langage que... Voilà, très belle affiche. Voilà, c'est un langage universel. Et là c'est pareil, Nachim Bene est crédité comme compositeur, mais également comme contributeur aux effets sonores. Et ça marche vraiment. Il y a notamment un motif synthétique qui revient chaque fois qu'il y a des scènes de tension, des scènes d'attaque entre les deux tribus. C'est quelque chose d'assez abrupt, de très très sec, mais ça vraiment ça fonctionne. Et c'est vraiment sur ce genre de production que Nachim Bene va se faire le plus personnel et le plus intéressant. Alors, au niveau discographique, Nachim Bene n'est pas vraiment très édité. Il est mal édité. Mal édité, hein, où il y a déjà eu plusieurs albums de ces musiques de films qui sont sortis. C'est dans des éditions, c'est des tout petits tirages, parce que bon, on en reparlera plus tard, mais la musique de film, maintenant, c'est vraiment devenu un marché de niche. Il y a pareil, beaucoup de téléchargements, de streaming, etc., enfin de dématérialisé. Donc, le support physique a beaucoup de mal à exister. Il y a vraiment que les grands mélomanes, les grands amateurs, collectionneurs qui recherchent le CD. Donc Nachim Bene a vu plusieurs de ses musiques de films éditées, mais elles sont certes, beaucoup d'entre elles sont difficilement trouvables. Pour les Vikings, il y a eu un disque italien paru chez le label Legend qui est le reflet du vinyle, mais alors le son est vraiment très 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 mauvais. Les Vikings étaient couplés avec Salomon et la Reine de Saba, mais ça ne rend vraiment pas justice à ces demandes originales. Pour les Vikings, pour celles et ceux d'entre vous qui voudraient avoir la musique et pouvoir en bénéficier hors des images, on pourra conseiller le réenregistrement tout récent du label Tadlo Music, qui donc propose l'intégrale de la musique du film. C'est réenregistré en respectant au plus près l'orchestration originale de Mario Nachim Bene. Le réenregistrement est effectué par le City of Prague Philharmonic Orchestra, qui était donc un orchestre de Prague, un orchestre de studio, et l'orchestre est dirigé par Nick Raine, qui s'est fait une spécialité des réenregistrements de musique de film. Voilà, et c'est, je pense, pour écouter la musique de Mario Nachim Bene pour les Vikings, en tout cas en dehors des images, c'est vraiment là le meilleur moyen. Voilà. Alors pour conclure sur Nachim Bene, il terminera sa carrière pour le grand écran dans les années 70 en travaillant plusieurs fois avec Roberto Rossellini. Et voilà. Zurlini aussi. Et Zurlini, voilà, il a fait notamment un film qui s'appelle Le Professeur, c'est ça, Bruno? Oui, c'est ça. C'est le Professeur avec de la fille à la valise, voilà. Tout à fait. Musiques qui sont sorties chez Label Quartet Records, mais qui sont épuisées aujourd'hui. Voilà. Donc, vous les télécharger. Oui. Ouais. Enfin, en tout cas pour Nachim Bene, pour le disque, on conseillera les Vikings et le réenregistrement de Tadlo. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Nachim Bene. Très bien, Raphaël. Parfait. Chez Bouteiller. Oui, bonjour. On vous a réveillé là, non? Pardon? Non, on t'a réveillé? Non, pas du tout. J'étais fasciné par ce que disait notre ami sur Nachim Bene. Donc, moi, je voulais vous parler de plusieurs sorties Blu-ray et bouquins aujourd'hui. Donc, je vais commencer par la sortie du coffret somptueux, très beau coffret, chez Wildside, des Forbans de la nuit de Jules Dassin. C'est superbe. Alors déjà, le film de Dassin est un film noir. Et qu'est-ce qu'il y a? Elle me regarde en rigolant. Bon. Donc c'est un film noir avec tous les ingrédients du film noir, des trahisons, une femme fatale, enfin bon,
Alors, le côté original, c'est que d'une part, c'est un film anglais, ce qui est plutôt inhabituel, puisque les films noirs sont généralement américains. Mais c'est un film anglais tourné par un réalisateur, Jules Dassin, de nationalité un petit peu... Le père de Joe Dassin. Le père de Joe Dassin, d'ailleurs. Un peu presque apatride. Et avec Richard Widmark, Gene Tierney et d'autres comédiens. Qu'est-ce que je voulais dire? Comment est la copie? Est-ce qu'elle est belle? Alors la copie est absolument magnifique. En fait, il y a 2 copies sur le film. Il y a la version américaine, qui est la version officielle et approuvée par Jules Dassin. Et il y a la copie anglaise. Ce qui est alors assez surprenant, j'ai pas eu le temps de voir toute la copie anglaise, mais il y a des scènes, je dirais, similaires. Enfin, il y a des scènes, il y a les mêmes scènes dans les deux copies, mais avec des dialogues et des situations différentes, ce qui est un petit peu surprenant. Donc effectivement, ils ont tourné manifestement plusieurs versions des mêmes scènes. Et donc la version anglaise, d'une qualité un petit peu inférieure techniquement au niveau de la restauration, est quand même tout à fait regardable. Et la version américaine est tout bonnement splendide. C'est un film ça raconte l'histoire d'un loser, interprété brillamment par Richard Widmark, qui s'est fait surtout quand il était jeune, quand il avait débuté dans Le Carrefour de la Mort, il avait un petit rôle, mais il était absolument fabuleux. Et là, il confirme tout à fait son talent. Il joue le rôle donc d'un loser qui c'est un gagne petit, c'est un petit escroc minable. C'est une espèce de lente descente aux enfers. Le film est brillamment techniquement filmé, avec beaucoup de contre-plongées, de courses-poursuites dans un Londres complètement expressionniste. J'ai juste une question, est-ce qu'il y a un robot dedans? Non, malheureusement, il n'y a pas de robot et je le regrette beaucoup. Ça m'a d'ailleurs laissé pantois. Voilà. Je ne savais pas qu'il y avait 2 versions du film, mais la version anglaise s'explique parce que, d'après ce que j'ai compris, les producteurs anglais n'étaient pas contents du film parce qu'ils décrivaient le Londres des bas-fonds, le Londres des jeux, etc. Ça leur plaisait pas du tout. Pour eux, c'était pas une belle image de Londres. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a cette deuxième version et ces scènes différentes, enfin un peu différentes au niveau des dialogues, etc., quoi. Oui, mais il y a notamment la séquence, la quasi-séquence d'ouverture où les dialogues sont totalement différents, filmés dans la même pièce, enfin, pour aboutir d'ailleurs au même résultat, ne justifie pas enfin, je veux dire, ça ne change rien à la vision de Londres. Donc c'est très bizarre. Tu veux dire qu'il meurt à la fin dans les 2 versions? Voilà, donc en fait, et alors pour le coffret en lui-même, tiens, tu peux me tenir la chose? C'est vrai que ça a l'air beau, ça. Voilà. Donc le coffret est bourré de photos, de photos absolument magnifiques, publiées pleine page. Il y a des photos de tournage, des anecdotes, plein d'anecdotes de tournage sur le film. Enfin, c'est vraiment un superbe objet à voir absolument. Qui est-ce qui a écrit le livret, enfin le bouquin? C'est pardon. Oui, vas-y. C'est au début. Généralement, c'est au début. Ça dépend, des fois c'est à la fin. Philippe Garnier. Voilà, Philippe Garnier, oui, oui. merci. C'est une référence. Ouais. Voilà, donc pour le premier Blu-ray abordé.
Ensuite, on va laisser la parole à quelqu'un d'autre. Bruno, alors. À Bruno Terrier-Bava. Je sais pas de quoi, le rouge, le bleu. Tu prends les deux, tiens. Et donc, non, ils sont emmêlés maintenant. Ben voilà, donc beaucoup de gens ont parlé ici de films relativement sérieux. Moi, je vais un peu dévier, comme souvent. Et donc, je vais vous parler de Bébé Vampire. Bébé Vampire, dont l'affiche est là. Vous avez l'affiche ici, voilà. Côté de celle des Torbans de la nuit. Ouais. Qui, bon, c'est évidemment pas le même genre de cinéma ni le même niveau cinématographique, bien sûr, mais en même non, si. Et en même temps, c'est un film intéressant et intrigant. Pour moi, c'est une histoire un peu particulière puisque, pour resituer un peu le truc, c'est le premier, c'est autobiographique, quoi. Enfin, non, je n'ai pas été vampire étant enfant. C'est-à-dire que c'est le premier film que j'ai vu au Brady. À l'époque, bien avant Internet et la VHS et le DVD, évidemment. À l'époque des toilettes. À l'époque des toilettes que je n'ai jamais visitées. Un peu la manière de quand on découvrait le cinéma fantastique à l'époque, c'était d'ouvrir l'officiel des spectacles et de choisir par le plus grand des hasards les films qu'on avait envie de voir, dont on n'avait jamais entendu parler et dont on ne savait rien. Et pour moi, ça a été le premier au Brady. Voilà. Et donc, Bébé Vampire, en fait, c'est un film de 72, américain, donc, d'un réalisateur peu connu qui s'appelle John Hayes et qui n'a pas fait grand-chose de mieux. Et beaucoup diront que celui-là non plus. Et moi, je trouve ça vraiment... Je l'ai revu là parce qu'il vient de ressortir en Blu-ray. Je trouve ça vraiment excellent. Alors, à l'origine, ça s'appelle Grave of the Vampire, donc la tombe du vampire. C'est ressorti aussi en France. À l'époque, c'était assez, avant les Flying Jackets et les délires de la VHS, c'était assez courant qu'un film sorte avec plusieurs titres, parce que le distributeur, voyant que dans un premier temps ça avait plutôt bien marché, se disait on va faire une autre affiche, qui était à peu près aussi moche que celle-là. Et il l'avait appelé Les Enfants de Frankenstein, ce qui avait encore moins de rapport avec le film, puisqu'évidemment c'est dans ce film-là une histoire de vampire. Et donc ça se passe, c'est supposé se passer au début dans le pré-générique dans les années 40, où un couple sort d'une fête un peu éméchée et va se bécoter aux alentours d'un cimetière, ce qui est une mauvaise idée puisqu'il y a un vampire qui tue le mec et qui viole la femme. Et donc 9 mois après, elle enfante d'un mi-vampire, mi-humain, d'où le titre Bébé Vampire, mais ça en fait ça ne dure que quelques secondes dans le film, et ensuite ça se passe 30 ans plus tard, où l'enfant qui est donc mi-vampire, mi-humain, recherche son père et essaie de le détruire. Voilà, donc au niveau casting, il y a William Smith qui était un spécialiste à l'époque des séries B et qui joue le personnage principal qui recherche son père. Quoi dire d'autre ? Et oui, donc c'est ressorti il y a quelques mois maintenant en DVD chez Artus Film en France, dans une copie qui est pas mal. Et là, ça vient enfin de ressortir parce qu'il circulait en fait depuis des années. Je change. Ouais. C'est rouge. Et il circulait depuis des années l'idée qu'il y avait au Canada ou en Allemagne une version plus longue du film. Donc là, c'est Shot Factory, donc ça se présente comme ça. Voilà. Grave of the Vampire, finalement, c'est pas très éloigné l'affiche de ce qui est représenté ici sur l'affiche française. Ça vient de ressortir parce que c'est MGM qui a les droits et qui avait le négatif dans une magnifique copie en Blu-ray. Bon, malheureusement qu'en anglais est zoné. Et avec des sous-titres anglais quand même, ouais. Et enfin magnifique, comme un tout petit budget, parce que le film a finalement coûté, a priori, a été tourné en 11 jours et coûté $50 000, et quand on le voit, ça a quand même vraiment de la gueule. Et donc ils n'ont pas retrouvé dans le négatif évidemment les scènes manquantes, mais elles existaient par contre sur la VHS allemande, donc ils les ont mis en bonus. Donc il y a 2 scènes un peu plus violentes qui étaient coupées dans les copies françaises et américaines, et ça se voyait très nettement, puisqu'il y avait un cut très net à ce moment-là, quoi. Voilà, et donc c'est un film à redécouvrir et qui est bien mieux que ce qu'il pourrait laisser supposer. Très bien. Renaud, Oui. tu vas nous parler de... Je vais vous parler de Bagdad Café.
un film de Percy Edlund qui se passe dans le désert sur la route 66 entre Las Vegas et Disneyland. C'est un film solaire. Solaire dans le sens où, où il fait très très beau, on est à Las Vegas, c'est le soleil tout le temps, et le soleil et l'harmonie qu'il y a aussi entre les protagonistes. Et pourtant ça commence pas comme ça. Le début du film, Allez, allez, continue. C'est un film solaire, allez, continue. Oui, c'est un film solaire. Et pour toi. Fais clap. Et pourtant, le début du film ne commence pas comme ça. Parce que y a des plans un petit peu bizarres, c'est cadré un petit peu de travers, le Percy Adlon, parce que c'est le réalisateur du film. Mais des filtres, on comprend pas trop, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer C'est vraiment un film bizarre, et petit à petit, tout s'installe harmonieusement, comme peut s'installer les relations entre Jasmine, qui est une femme d'origine bavaroise, qui débarque dans ce motel donc, qui s'appelle le Bagdad Café, qui va rencontrer une femme qui est au bout de sa vie, qui doit gérer, qui porte le monde sur ses épaules, qui s'occupe de ses enfants, de ses petits-enfants, de son mari. Elle est en conflit perpétuel avec son entourage. Et cette femme-là, justement, qui débarque un jour parce qu'elle s'est embrouillée avec son mari, qui débarque avec ses valises, avec tout ce qu'elle a, et son cœur, surtout un gros cœur, va installer petit à petit, donc comme je disais, de l'harmonie dans ce Bagdad Café, avec beaucoup de tendresse et aussi beaucoup de tours de magie. Et tout le film se déroule comme ça. Et en fait, on ne s'ennuie pas, parce qu'il se passe plein de choses. Le film est basé sur les personnages. Il y a énormément de personnes qui gravitent dans ce petit monde qui habite le Bagdad Café. Et il y a des fêtes. Et pour moi, toute l'harmonie qu'il peut y avoir dans ce film est symbolisée donc, par ce réservoir d'eau qui trône juste à côté du motel. Château d'eau, pardon. Bon, c'est aussi un réservoir d'eau. Où de temps en temps, dans le film, éparpillé par-ci, par-là, il y a un personnage qui lance le boomerang. Et le boomerang fait son tour autour du réservoir d'eau, ce qui amuse les enfants d'ailleurs. Et le seul problème qu'il y a dans ce film, dans le film, justement, on voit le plan du boomerang qui chute, qui vient cogner contre le château d'eau et qui chute. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il y a le seul vraiment problème dans le film humain, relationnel. Et donc Percy Adlon, il n'a pas fait beaucoup de films. Disons qu'ils sont pas connus. Il en a fait un autre après qui s'appelle Rosalie fait ses courses, que moi j'ai pas vu. Je sais pas si quelqu'un l'a vu ici. Oui, je l'ai vu. C'est moins bon. C'est pas avec la même comédienne? Si. Alors, je vais essayer de dire son nom. C'est Marianne Segebrecht. Tu fais bien l'accent allemand aussi, je crois. Segebrecht. Ouais, je fais l'accent allemand, oui. Oui. Et dans le casting, alors il y a quelqu'un qu'on n'attendait pas du tout. Je pense que c'était une sacrée surprise à l'époque. C'est Jacques Palance, qui est extrêmement attendrissant dans le film, parce qu'il est plein d'affection justement pour Jasmine, qui arrive comme ça dans cette désolation humaine, quoi. Parce qu'elle apporte tout, hein, je répète une nouvelle fois. Et voilà, donc... donc le film est édité chez Studio Canal, une belle copie. C'est une remasterisation, une nouvelle sortie. Ouais, c'est une belle remasterisation. D'ailleurs, moi je l'avais vu en VHS, alors c'est sûr que ça change tout. Et j'ai encore vraiment préféré de ces deuxièmes visionnages par rapport à il y a une trentaine d'années. C'est pour vous dire que le film ne vieillit pas. Et la musique, tu veux le placer un petit mot? Oui, alors la musique est signée Bob Telson. Pour les textes et la musique, la musique se résume quasiment à un seul titre, la fameuse chanson Calling You, interprétée par Jevita Steele, qui a été un tube à l'époque, classé dans les charts, le top 50, tout ça. Bob Telson, il a retravaillé après avec Percy Adlon pour Rosalie fait ses courses, et il a également signé quelques morceaux pour un autre film de Percy Adlon, un peu plus hollywoodien, celui-là, qui s'appelle Younger and Younger. La musique était signée Hans Zimmer, qu'on ne présente plus, mais Bob Telson a quand même signé quelques morceaux pour ce film, et la chanson est à la fois très douce et très mélancolique, et elle épouse bien la psychologie des deux protagonistes féminins principaux. Voilà, donc c'est pareil, encore une belle alchimie entre musique et image. Est-ce que tu peux nous fredonner l'air de la musique, la chanson?
Ah ça non, ça je sais pas faire ça. La voix d'Ef je sais faire mais là ça va pas aller ça. Alors, si je peux me permettre, en fait, juste pour l'anecdote, il y a une comédie musicale qui était sortie suite au film, enfin quelques années après le film, que j'ai eu la chance de voir. Alors la comédie musicale, elle est chouette. Franchement, elle est bien réussie, on va dire. Ça fait le job, on va dire ça comme ça. Et le moment magique, c'est quand Jeffetta Steele apparaît vraiment sur scène parce qu'elle fait partie de la comédie musicale et qu'elle reprend justement Calling You en live. Et ça, c'est juste... En fait, très sincèrement, je me rappelle plus de ce que j'ai vu dans la comédie musicale. Ça reprend vraiment les grands thèmes, les grandes lignes du film, en reprenant une autre histoire, si on peut dire, avec plus de monde, avec forcément plus de danse et tout. Mais il y a ce fameux moment, en fait, qui est juste le point commun entre la comédie musicale et le film. Mais quand il y a Jeffetta Steele qui arrive sur scène et qui reprend Calling You en live, ça, vous arrêtez juste de respirer le temps de la chanson parce que c'est juste magnifique. Voilà, c'est tout. Et il y a également une série télé d'ailleurs, donc ce qui montre que ce film a été un phénomène, vraiment un phénomène de société, si on peut dire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était très intéressant. Daniel, tu voulais nous parler d'autre chose? Oui, alors je voulais vous parler en second lieu donc d'un Blu-ray qui est sorti il y a peu de temps toujours chez Wildside d'ailleurs, un combo entre donc un double film si on peut dire, puisque c'est un film en deux parties, Le Tigre du Bengale et Le Tombeau hindou de Fritz Lang. C'est la deuxième version. Il y avait eu une première version en 1938. Les versions d'ailleurs qui est en bonus sur chacun des Blu-ray du film. Il s'agit là de l'avant-dernier film de Fritz Lang, puisqu'on peut considérer que c'est un seul film, puisque les deux sont une suite. En fait, je sais pas si vous, je sais pas, pouf, voilà. Donc, les deux films se suivent. Ça marque également le retour de Fritz Lang en Allemagne, puisque il avait émigré aux États-Unis au début, enfin juste avant la guerre, puisqu'il ne voulait pas. Il avait été sollicité par Goebbels pour être le cinéaste officiel du régime nazi. Et donc dans la foulée, il a fui le régime nazi. Il a d'abord fait un passage en Angleterre, puis en France. En France, oui. Il a tourné un film, Lilium. Très bon film, oui. Et ensuite, donc, il est parti immédiatement aux États-Unis, où il a commencé une carrière assez somptueuse, on va dire, avec Fury, avec Spencer Tracy, puis des films noirs, des westerns. Enfin, il a un peu touché à tous les genres. Et il est donc ensuite revenu en Allemagne pour tourner donc ce double film. Et terminé par le diabolique Docteur Mabuse. Il a ensuite arrêté sa carrière puisqu'il était en train de devenir aveugle. Alors, c'est un magnifique film d'aventure. C'est sans doute pas son grand film, c'est clair. Son meilleur film, pardon, c'est clair. Mais en tout cas, c'est un film tout à fait dans la tradition des films d'aventure des années 40, 50. D'un point de vue pictural, c'est somptueux. C'est absolument somptueux. C'est photographié comme quasiment comme du Mario Bava. Ouais, je ne sais pas si tu es d'accord. C'est coloré, c'est clair. On peut parler d'une succession de tableaux. Ouais. Sur le fond, ça fait penser un peu aux films des sérioles, des films d'antan, quoi. C'est tout à fait filmé moi, comme un sériole. J'ai vu Le Tigre du Bengale. Hein, le tombeau tu les as vus dans l'ordre quand même? Je les ai mis dans l'ordre. J'ai failli commencer par le tombeau hindou. Est-ce que tu as d'abord inséré le disque dans le lecteur? Disque, voilà. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai l'impression de voir le Indiana Jones et le Temple maudit. Tellement on a l'impression que Spielberg a vraiment pris plein d'idées sur ce film, je suppose sur le deuxième également. Tu parlais des Aventuriers de l'Arche perdue, qu'il avait aussi pris quelques idées. C'est ce qui m'a frappé. Ouais, le film de Lang, comme le Spielberg, sont inspirés par les sérioles, donc par une espèce de narration comme ça, un peu speed et d'aventure. Et donc, finalement, ils sont inspirés des deux mêmes.
type On de s'ennuie pas une cinéma au seconde. départ, quoi. Après, Mais c'est vrai que c'est un Spiel- peu. On est tellement imprégné par toute la culture anglo-saxonne des films d'aventure depuis des années que de voir, faut le voir en version originale bien sûr, mais de voir les personnages parler allemand, ça interpelle quand même. Bon, après on s'y fait. C'est toi. Puis voilà. Et Spielberg d'ailleurs ne s'est jamais caché de ses influences pour les aventuriers de l'Arche perdue. Et donc Thomas tout à l'heure nous parlait des borgnes d'Hollywood, et donc Fritz Lang faisait donc partie de ces fameux borgnes, même s'il est d'origine allemande. Et il faut quand même dire que Fritz Lang a été un des plus grands réalisateurs au monde. Il nous a donné quelques chefs-d'œuvre. Contrebandier du Moonfleet, c'est super. Oui. C'est fini, oui. Il parle de sa période allemande. Il pas nous grave. a donné quelques chefs-d'œuvre comme M le Maudit, Metropolis, où il y a un magnifique robot. Femme robot. On peut le dire, oui, une magnifique femme robot. Donc M le Maudit avec un Peter Lorre absolument exceptionnel. Enfin, bon, c'est vraiment il nous a donné des chefs-d'œuvre absolus du cinéma qui resteront dans les mémoires pour l'éternité. Voilà. Très bien. Et apparemment, ouais, il aimait pas ce film-là, Lang. Enfin, Oui, mais Tombant à dos, je veux dire. Oui, mais bon, je crois que Fritz Lang a été Fritz Lang n'aimait pas non plus les contrebandiers de Moonfleet, pourtant qui est un de ses meilleurs films. Il a un peu renié après, mais pourtant c'est un chef-d'œuvre. Pour les contrebandiers, enfin de ce qu'on en connaît, c'est que c'était un peu un film de commande pour lui et son seul film en cinémascope. Et comme il détestait apparemment le format cinémascope par rapport, voilà. Mais bon, c'est vrai que le film est génial. Ouais. Il semblerait quand même qu'il ait été plus ou moins obligé de quitter les États-Unis, puisque plus personne, semble-t-il, ne voulait travailler avec lui, parce qu'il était, paraît-il, absolument odieux avec les comédiens. Comme tous les génies. Hein. Avec beaucoup de gens, et donc il a... après 3 ans sans travail, il est reparti en Allemagne pour tourner ce double programme. Sandrine, tu veux nous parler d'un autre film? Alors dernièrement, c'est pas un film, c'est une série. Ah non. Je peux pas. Bon, t'as pas un film. C'est pas Boulevard de la télé. C'est pas Boulevard des séries. Vous êtes dur avec moi. Bon, Sandrine. Oui. Réveille-toi. Exceptionnellement. Bombe le torse, c'est réveille-toi. Alors, exceptionnellement, je voulais vous parler. En fait, ça va toucher au cinéma, soit dit en passant. En ce moment, on parle beaucoup de Jordan Peele, en fait, qui a fait Get Out et Us. Et en fait, je voulais juste faire un petit coup de pub pour ceux qui connaissent pas, parce qu'il ne fait pas que du cinéma. Ce monsieur, en fait, a beaucoup œuvré en fait pour tout ce qui est séries télé. Et par curiosité, j'ai jeté un œil à la nouvelle mouture de la 4e dimension. Donc, j'ai regardé le premier épisode de la 4e dimension. Et ça reste prometteur en fait par rapport à ce qui a été annoncé. Ça garde un petit peu le charme, enfin ça n'a pas le charme en fait de la 4e dimension en noir et blanc, Rod Sterling Forever, mais en tout cas je pense que c'est une nouvelle mouture qui a un profond respect Il est producteur ou il réalise? Il joue aussi. Ah, il joue aussi dans le film. Il joue aussi. Et en fait, donc j'ai jeté un coup d'œil donc au premier épisode de cette nouvelle mouture et ça reste prometteur. Après, moi, je reste plutôt fan en fait de la 4e dimension telle qu'on l'a connue et telle qu'on l'a connue notamment dans Temps X avec Menton, les frères Menton en fait, on va dire. Voilà, c'est leur ville préférée. mais ça reste plutôt pas mal. Et pour rester avec Jordan Peele, il y a une série qu'il a fait, alors il me semble qu'il l'a réalisée et également créée, qui s'appelle Weird City, qui est en 6 épisodes. C'est une petite série, une mini-série, et qui est plutôt sympa, en fait. Juste, en fait, c'est en 6 épisodes, vous vous retrouvez dans une ville, en fait, Weird City, qui est coupée en 2, en fait, par The Line. Et ça parle, en fait, des gens qui habitent au-dessus de la ligne, en dessous de la ligne. Et c'est des tranches de vie. Et ça frôle des fois avec la réalité
ce que nous on vit en fait. Enfin, il a ce petit côté où je vais vous parler sous couvert, enfin comme il fait aussi dans ses films, mais sous couvert d'un peu de science-fiction, d'un peu de dystopie. Hop, il arrive à parler, par exemple, le premier épisode, c'est ouvertement sur l'homosexualité, mais ça parle plus d'amour que d'homosexualité. Donc c'est ça qui est le plus important, mais il arrive à dire les choses sous couvert on peut dire de fantastique en fait. Voilà. Donc c'était juste pour que vous pouviez jeter un petit coup d'œil en fait à ce qu'il fait en série. Il a fait d'autres choses, mais c'est surtout ces deux trucs en fait qui valent le détour en tout cas. Voilà. Alors, moi je voulais savoir parce que Jordan Peele évidemment on le voit dans ses films, il aime beaucoup le fantastique, il a été nourri à ça. D'ailleurs Us est inspiré d'un épisode de la 4ème dimension, une femme voit constamment son double, un double ricanant. Alors, dans la version noir et blanc. Oui. Et ben ça c'est juste pour le côté psychologique. C'est ce qui a fait que dans les films d'horreur, enfin les films fantastiques, à chaque fois que ça parle de doppelganger, c'est cet épisode-là exactement qui a fait qu'aujourd'hui tous les films doppelganger, je suis en stress devant. C'est cet épisode-là qui fait que je suis fascinée et en stress devant ce genre de film sur les doubles maléfiques, les doubles. Cet épisode-là, il reste celui en noir et blanc, il reste éternel pour moi. Il est juste fantastique en fait. Et dans la série même en noir et blanc, si je peux me permettre, dans les épisodes pour moi qui sont éternels et inoubliables, c'est le mec qui perd ses lunettes quand la Terre explose. Voilà. Et voilà. C'est pour ça que la nouvelle mouture n'aura peut-être jamais. Et je suis désolée, hein, mais il n'aura jamais en fait le goût de la première en fait. Voilà. Alors là, parce que j'ai compris, il est producteur, puis il présente comme Rod Serling le présentait. Mais là où je suis pas sûr, c'est est-ce que ce sont des remakes d'anciens épisodes ou est-ce que ce sont des scénarios originaux? Le premier épisode. Alors après, moi la 4ème dimension, il y a des épisodes que je redécouvre, ceux qui sont en noir et blanc. Il y a des trucs, mais putain, il me semblait que je les avais vus et je m'en souvenais pas du tout. Mais là, le premier épisode, ça parle en fait d'un humoriste qui n'est pas drôle, en fait, du tout pas drôle. Et c'est le drame de sa vie, il n'est pas drôle, en fait. Et puis il y a un humoriste qui arrive et qui fait, mais de toute façon, si tu veux être drôle, mais il faut que tu sacrifies quelque chose en fait. En gros, c'est ce qu'il lui dit, je vous en dis pas plus. Donc moi, dans mon souvenir, je n'ai jamais vu ça en noir et blanc. Alors après, il me semble que c'est il me semble que c'est un des épisodes. C'est une version un peu différente, ça, je crois bien aussi. Ouais. Parce que honnêtement, il y a des épisodes noir et blanc. Pourtant, j'en ai bouffé quand même des 4e dimensions. On les retrouve même facilement, on peut les revoir facilement. Et celui-là, ouais, ça m'a rien dit. Après, je vais réviser quoi. Moi aussi, j'ai un double maléfique, mais il est assis à côté de moi. Alors moi, je sais pas pour tous les épisodes, mais en tout cas, je sais qu'ils ont adapté Cauchemar à 20 000 pieds, donc qui également figurait dans le film à sketch de Spielberg, Miller, Joe Dante et Landis. Voilà. Thomas, tu voulais nous parler donc d'un film que tu as vu récemment? Alors oui, un film que j'ai vu récemment. Bon, je vois plus beaucoup de bons films au cinéma, mais j'en ai vu au moins un qui était du cinéma. Ça s'appelle comment déjà? Oui, alors, le film que j'ai vu dernièrement s'appelle Les Oiseaux de Passage. C'est un film de Ciro Guerra et Christina Gallego, qui est son épouse, qui a produit son premier film qui s'appelait L'étreinte du serpent. Je ne sais pas si l'un de vous connaît ce film, L'étreinte du serpent. C'est un film qui se passe... un explorateur qui part avec un indigène sur l'Amazonie. Sud-américain, c'est ça Sud-américain, ouais, qui part sur l'Amazonie. C'est un film très étrange, très contemplatif, très mystique. En noir et blanc, en scope, très beau film. Et là, c'est un film qui parle des cartels. Alors, c'est un film qui se passe entre les années 60 et les années 80. C'est une jeune femme qui donc devient une femme, et donc elle fait un rite d'initiation, une danse initiatique pour montrer qu'elle est devenue une femme, et un homme veut l'épouser, mais seulement la dot elle est énorme, et pour pouvoir payer la dot, il se met à vendre de la drogue aux gringos qui sont là, qui veulent lui acheter de la drogue, et donc il va partir dans le commerce de la drogue avec les États-Unis. Et c'est un peu l'engrenage. Alors c'est pas du tout un film comme Cartel ou l'autre film qui est sorti récemment,
ou Escobar, c'est un film qui est un peu différent parce que il y a toujours ce ton un peu qui est très teinté de mysticisme. C'est un film qui est à la fois contemplatif et très âpre. Un film avec très peu de musique, des plans longs. C'est très bien cadré, il y a une très belle lumière. C'est vraiment, pour moi, c'est du cinoche. C'est ce que j'ai vu de mieux ces dernières années, ces derniers mois avec Us de Jordan Peele. C'est un film que je recommande beaucoup. Et Ciro Guerra, c'est vraiment un cinéaste. L'étreinte du serpent, c'est à voir aussi. Ça existe en DVD. Et donc, Les Oiseaux de passage, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu depuis le début de cette année avec Us de Jordan Peele. Je le recommande vivement. Donc, c'est un film policier, mais il y a plus que ça. Il y a un peu de mysticisme, un peu de fantastique, il y a des images vraiment envoûtantes. C'est vraiment un grand film pour moi. Très bien. Alors, moi, je vais vous parler d'un film que j'ai vu récemment. Tu vas pas nous faire une imitation, non? Ah non, on va pas tout le temps, il faut s'en garder pour les autres fois. Voilà, donc c'est un film. Moi, ça fait un petit moment que je ne suis pas allé au cinéma, du fait que l'actualité ne m'intéresse pas vraiment. Parce qu'entre les Marvel et tout ça, c'est pas top. Donc, moi, je vais vous parler d'un western, d'un western de 1941 qui s'appelle Badlands of Dakota, sorti tout récemment en Blu-ray chez ESC, dans une très très belle copie. C'est un western de Charles E. Green, réalisateur très très peu connu dans nos contrées, qui a fait pas mal de longs métrages, dont 3 westerns, dont celui-ci, qui est interprété par Robert Stack, Frances Farmer et Broderick Crawford. Alors le film il commence comme une histoire d'amour avec des gags, on est à la limite du gag pas forcément très fin, mais bon c'est sympa. On voit il y a notamment toute une galerie de personnages secondaires qui n'auraient pas dépareillé dans les westerns de John Ford. C'est vraiment des personnages très forts en gueule dont on peut se souvenir, et puis progressivement le film va évoluer dans une histoire assez tragique de l'affrontement entre les deux frères, donc incarnés par Robert Stack et Broderick Crawford. Et outre ce changement de ton qui est bienvenu, le film a également pour originalité de croiser personnages de fiction avec des figures historiques. Il y a notamment Wild Bill Hickok, Calamity Jane qui est incarné par Frances Farmer, et également le très controversé General Custer. Bon, inutile de dire qu'on est en 1941, donc on va se replacer dans le contexte. Custer est présenté comme un héros, ce qu'il n'était pas forcément. Les Indiens, évidemment, c'est les sauvages, pas forcément très gentils, c'est les gentils cow-boys et les méchants Indiens, mais si on arrive à faire abstraction de ces clichés, c'est un film qui est excellent, qui bénéficie d'une excellente mise en scène, que ce soit dans la photographie noir et blanc, qui est vraiment sublime, dans les mouvements d'appareil, dans le montage, dans son rythme global. Le film, il est très dense, très court, ça va droit au but, ça dure à peine 1h15. Mais voilà, originalité du propos, qualité de la mise en scène, moi vraiment je le conseille, d'autant que la copie HD est vraiment très 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 belle. Voilà. Très bien. Daniel ? Oui, alors moi je voulais toujours parler de sorties vidéo, cette fois-ci sur le film Les Affameurs de Anthony Mann, qui est le deuxième film, la deuxième collaboration entre Anthony Mann et James Stewart. Il y en aura 8 en tout. Le film date de 1953. Il faut noter quand même que Anthony Mann a fait 7 films à partir de 1953, et les 7 films successifs sont avec James Stewart. Il y a quand même une fidélité dans la collaboration assez rare, surtout à Hollywood. Donc c'est un très beau western, un peu classique, mais sur le thème de la rédemption. James Stewart est formidable comme d'habitude. Et là, bon, au niveau de l'histoire, l'histoire est encore une fois relativement classique. La copie est magnifique. C'est un très très beau Technicolor. Seul petit problème, c'est un Technicolor 3 bandes. Et comme sur beaucoup de films en Technicolor 3 bandes, il y a quand la restauration n'est pas complètement aboutie, ce qui coûte une fortune, il y a une des couleurs qui bavent légèrement sur certains plans, quoi. Mais sinon, pour le reste, la copie est très très belle. Et bon, c'est Anthony Mann, donc très grand cinéaste hollywoodien.
Super, le réalisateur. Superman. Bon, désolé. Je suis pas d'accord pour dire que Anthony Mann fait des westerns classiques, parce que c'est des westerns quand même assez violents pour l'époque, assez violents, et elle avait une certaine âpreté aussi dans la mise en scène. Et c'était vraiment des westerns pour l'époque. Il utilisait aussi beaucoup les décors naturels, ce qui était quand même relativement novateur. Donc pour dire que c'est un peu classique, je suis pas trop d'accord. Et il avait surtout ce thème récurrent de la vengeance et de tu l'as dit, De la rédemption. de la rédemption. Pour moi, c'est l'un des meilleurs, c'est même un de mes réalisateurs préférés, Anthony Mann. C'est l'un des meilleurs réalisateurs de western de l'époque, quoi. Celui-ci est quand même pas très violent. Bah, c'est pas l'homme de l'Ouest ou l'homme de la plaine, quoi, c'est sûr. Très bien. Bruno ? Oui, pardon. Réveille-toi. Non, mais t'en as un. Alors, le rouge. Donc, moi, je vais vous parler d'un film dont l'affiche figure là, de Belansky, qui est l'affiche française magnifique, Santo et le trésor de Dracula. Donc ça, c'est beaucoup moins sérieux quand même. C'est un film mexicain de la fin des années 60 qui a la particularité quand même d'être de mémoire, si je dis pas de bêtises, le premier Santo en couleur. Santo étant à l'origine un catcheur, parce que c'est quand même le sport national mexicain, qui est apparu dans un premier temps dans des comics et dans des romans photos, avant de devenir acteur et de jouer dans une 50aine de films, où il joue donc le catcheur, le héros national qui affronte des vampires, des momies, des savants fous, etc. Et dans celui-là, il affronte indirectement... en voyageant dans le temps, Dracula, pour essayer de le détruire. Et la particularité de ce film, c'est qu'il a été tourné en couleur, tourné dans une version, et c'était une toute première pour le cinéma mexicain à l'époque, avant c'était suggéré, et là ça ne l'est pas, dans une version érotique qui s'appelle Il Vampiro el Sexo, qu'il est inutile de traduire, et donc cette version a été invisible pendant des années. En France, on est supposé l'avoir vu, moi je ne l'ai pas vu. J'ai vu la version habillée, comme on dit, au Brady il y a quelques années. Et là, en fait, Backfilm vient de le ressortir en DVD, voilà, avec cette jaquette sympathique qui reprend l'affiche italienne du film. Et là, ils ont inclus en fait donc la version déshabillée, en VO sous-titré et en VF, et la version habillée en noir et blanc. Et c'est ça aussi la particularité, c'est qu'en France, on a vu le film en couleur dans ces deux versions, alors que dans tous les autres pays, le film a été vu en noir et blanc. Voilà. Et dans les bonus, ce qui est assez sympa, c'est que finalement, c'est la nièce d'un des producteurs qui, en faisant des recherches... ayant entendu parler de cette version sexy, elle l'a retrouvée. Et dans les bonus, il y a donc une personne qui avait participé au tournage à l'époque, et le bonus est super fun, où elle avant de lui montrer, elle lui explique qu'elle a retrouvé cette version, et lui nie catégoriquement qu'il y a eu une version déshabillée, qui est franchement déshabillée pour la fin des années 60. Et progressivement, elle lui montre les images, les photos et le film, et le type est complètement halluciné en avouant finalement qu'effectivement il l'avait fait, alors que pendant 50 ans on n'avait jamais vu cette version. Voilà. Après, ça reste du cinéma bis mexicain, la copie est sympa, de toute façon c'est tiré d'une copie 35 qu'elle a retrouvée et qu'ils ont essayé de restaurer au mieux. Voilà, c'est super fun, et ils ont inclus en plus des 3 montages du film, ils ont inclus des cartes postales. Et voilà. Et donc c'est un DVD vraiment sympa pour un film sympa pour ceux qui aiment ce genre de cinéma bis. Oui, pour ceux qui connaissent pas Santo, je veux dire, c'est quand même un personnage un petit peu particulier, parce que c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est un catcheur, le sport national mexicain, mais donc il a fait, comme tu le disais aussi, une 50aine de films où il affronte soit seul, soit avec d'autres catcheurs, des monstres, enfin la mafia, des monstres, Dracula, Frankenstein, le loup-garou, des momies, etc. Souvent des savants fous. Oui, ou des savants fous. Souvent.
Mais la grosse particularité quand même de Santo, et ça me fait mourir de rire, c'est qu'il ne quitte effectivement jamais son masque. C'est-à-dire qu'il dort avec son masque. Même sous la douche. Pardon ? Même sous la douche. Et il a été enterré avec d'ailleurs. Et son fils a pris la relève dans une dizaine d'autres films par la suite. Ouais. Mais comme il l'explique aussi dans les bonus, c'est ton ami Christophe Bier qui en parle. Christophe Bier n'est pas mon ami. J'ai dit une connerie, je sais plus ce que je voulais dire maintenant. Mais c'est unique. Mais de oui, toute voilà. façon, Santo au En Mexique, fait, c'est un vrai héros national. Ah oui. Parce que je connais pas mal de gens d'origine mexicaine et qui m'en parlaient déjà avant. C'est quelqu'un de très important là-bas. Et en fait, c'était vraiment jusque-là, à de rares exceptions avec un peu de suggestion, des films tout public et surtout pour les enfants. Alors qu'en France, un peu comme les Godzilla japonais, les films de Lato, les films de Honda, ça a été exploité pour les adultes. Et donc là, cette version, elle est strictement, enfin elle l'est plus maintenant, mais elle l'a été depuis toujours, invisible au Mexique parce que ça ne correspond pas du tout à ce que représente le personnage. Et d'ailleurs, les deux scènes qui sont avec Dracula, où les femmes sont nues, on leur plotte les seins, etc., le personnage de Santo et l'acteur n'interviennent absolument pas dans ces scènes et n'auraient jamais accepté de faire ce genre de choses. Et très peu de ces films ont été distribués en France, en fait, je crois. Ouais, finalement... Il y a eu Magie Noire à Haïti, il y a eu Santo contre les momies de Guanajuato. Guanajuato, ouais, c'est ça. Santo et le trésor de Dracula. Quelques-uns par Rossini sur la fin, mais c'était plus le Santo d'origine. Mais finalement, très peu. C'est Backfilm qui finalement a aussi réédité, parce qu'ils sont fans, et même si ça n'a jamais très bien marché, qui a réédité beaucoup des grands classiques du cinéma fantastique mexicain. Ouais. Absolument. Très bien. Alors moi, j'ai envie de vous parler rapidement d'un film Quasimodo. Donc c'est la version de 39. Qui est d'actualité, c'est ce qui m'a donné, presque modo. C'est ce qui m'a donné envie de voir le film d'ailleurs. Ça faisait un petit moment que j'avais mis de côté. Et donc malheureusement les événements ont fait que. Donc j'ai découvert en fait ce film qui est un vrai chef-d'œuvre, donc réalisé par William Dieterle en 1939. Donc dans un sublime noir et blanc. Bon, il faut savoir que Dieterle est allemand et il a commencé sa carrière de cinéaste en Allemagne, d'où l'influence un peu expressionniste qui se ressent dans le sublime noir et blanc. Il était surtout comédien. Il était comédien, mais il a fait quelques films en tant que réalisateur. Et surtout, il y a l'interprétation exceptionnelle de Charlton, donc en Quasimodo, et qui avec un seul œil, puisque son masque en fait, le maquillage recouvre un œil, son œil gauche. En fait, l'automne joue avec uniquement l'œil droit. Et vous avez des expressions qui passent avec un seul œil, c'est assez impressionnant. Il a l'œil expressif. Tout à fait, c'est assez bluffant. Tu l'as vu récemment, toi aussi ? Oui, voilà, donc moi j'ai vu tout récemment, puisque le film Actualité oblige, Arte l'a diffusé tout récemment, dans une sublime copie HD, film très expressionniste, effectivement, comme tu viens de le signaler, et outre l'interprétation de l'automne, je mettrai également l'accent dans le casting sur Sir Cedric Hardwicke, qui incarne vraiment un excellentissime Frollo, bien manipulateur, bien perfide, bien cruel, comme on l'imagine. Vraiment, c'est un excellent film. Il y a une autre version avec Anthony Quinn. Ça, c'est la version Delannoy. J'imagine que celle-ci est bien supérieure. Moi, j'ai vu celle-là avant. J'avais jamais vu la version Delannoy, donc j'ai vu la version Delannoy après avoir vu celui-là. Et il faut pas la voir. Le film de Delannoy est complètement académique, c'est figé. Oui, mais quand même sympathique. Il y a Gina Lollobrigida. Il y a Gina Lollobrigida quand même. Qui est une sublime Esmeralda. Et pourtant, la version de Delannoy est plus fidèle au roman de Victor Hugo, puisque là, dans cette version, la version de 39, il y a une espèce de happy end. Qui est... C'est un film à la noix, quoi. Merci. T'as pas un avion à prendre? C'est vrai que la version de Jean Delannoy, c'est encore Arte qui l'avait diffusé il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, il
n'y a pas photo, c'est la version de William Dieterle est vraiment, vraiment X coudé au-dessus, malgré le sacrifice au happy end. Hollywood oblige à cette période, un film ne pouvait pas mal se terminer. Mais c'est pas un happy end de trop baveux, c'est quand même assez nuancé. Donc, pour vous verrez le film si vous l'avez pas vu. Il y a la version muette avec Chaney Senior qui est très bien aussi. Il y en a eu un certain nombre d'autres, mais enfin bon, ce sont les plus connus. Il y a eu la comédie musicale aussi, tu veux en parler? Voilà. Non, mais je peux te parler des sanglots longs des violons. Les sanglots longs des violons de l'automne. Merci. Renaud, tu as un film Je me suis pris une belle petite claque, j'ai vu un petit bijou qui s'appelle Comme un chien enragé de James Foley. C'est un film des années 80 et qui se passe dans les années 80 sur la relation entre un père et son fils. Le père est un mafieux notoire, on peut dire, et ça montre un conflit familial terrible parce qu'il va avoir des conséquences dramatiques. Vraiment un super film que je conseille, vraiment édité par Carlotta. C'est tout? D'accord, très bien. Bon, on va se laisser là. Ah non, peut-être Daniel, d'accord, qui veut squatter le micro. Juste une petite parenthèse pour signaler ce bouquin. On ne parle pas beaucoup de. Oui, mais il n'est pas en français. De bouquins c'est écrit en anglais. Dans cette émission, pas assez en tout cas. Et donc c'est un livre qui vient de sortir en Angleterre, mais qui est en vente justement à Metaluna Store, je crois. Cher Bruno Terrier. Mais ça va revenir. Et c'est un livre sur le tournage, un livre énorme et lourd sur le tournage de Il était une fois dans l'Ouest, le chef-d'œuvre un des chefs-d'œuvre de Sergio Leone, et qui est très très richement illustré puisque l'éditeur a fait appel au photographe de plateau du film, donc il a récupéré un maximum de photos de tournage et il bénéficie d'anecdotes de tournage. Il y a des articles sur tous les des articles, des papiers sur tous les comédiens, sur tous les gens qui ont participé au tournage, dont Dario Argento qui est co-scénariste du film avec Michelangelo Antonioni. Bernardo Bertolucci. Voilà. Donc un livre absolument superbe. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, mais je le dis avec passion. Très bien, c'était très intéressant, Daniel. Merci. Tu ne vas pas parler de Ecstasy, là. Par contre, on allait oublier de. Voilà, on l'a enfin physiquement, on peut le toucher. On a failli l'oublier on l'attend depuis tellement longtemps qu'on a failli l'oublier. 2 ans, je crois, non ? Voilà, 5 ans même, non, je crois. 2. Donc Reanimator est enfin sorti, ainsi que Rage de Cronenberg chez Ecstasy of Film, et je crois que le coffret est déjà le coffret luxe et Reanimator est déjà épuisé. Oui. Donc en attendant l'édition simple qui va sortir pour le Bloody Weekend, je crois. Oui, normalement, hein, Thomas, tu confirmes ? Je ne confirme rien du tout, je ne suis pas au courant. D'accord, merci. Merci. Le mec qui veut pas se mouiller. Non, je suis pas au courant. Bon, on va se laisser là. Merci à tous. Merci à toutes. Enfin, toutes. À toutes et à tous. Au singulier. À toutes et à tous. Voilà. Au revoir. À la prochaine. Salut. Salut. Bientôt. C'est Salut. Arrivederci. Ciao, ciao. Ciao. Hasta la vista. Bye, bye.